Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un cours, ni une méthode miracle de plus. C'est le murmure de l'expérience qui rencontre enfin l'ambition silencieuse. Je vais te transmettre ce que j'ai mis 30 ans à comprendre sur la mécanique invisible de la richesse, celle qui ne demande pas de s'épuiser, mais de s'ajuster. Avant que nous n'entamions ce voyage vers une clarté que peu possèdent, j'aimerais que tu ancres ton attention. Commente simplement cette phrase. Ma lucidité est le socle de ma fortune. Bien. Maintenant, oublie tout ce que tu penses savoir sur l'effort. Chapitre 1. L'illusion du mouvement brownien. On regarde souvent les gens qui réussissent comme des êtres dotés d'une énergie inépuisable, des machines capables de produire sans s'arrêter. Mais c'est une erreur de perspective. J'ai longtemps cru que pour attirer l'argent, il fallait s'agiter, multiplier les projets, transpirer plus que le voisin. J'ai passé des années dans cette agitation stérile, à courir après des opportunités qui s'évaporaient dès que je les touchais. C'était épuisant. Et surtout, c'était inutile. La vérité, c'est que l'argent ne suit pas l'effort, il suit l'ordre. Regarde l'eau d'un barrage. Elle ne fait aucun effort pour générer de l'électricité. Elle est simplement canalisée par une structure qui transforme sa nature en puissance. Ton cerveau fonctionne de la même manière. La plupart des gens ont un esprit qui ressemble à une ville en pleine panique, où tout le monde court dans tous les sens sans savoir pourquoi. Ils pensent à leur facture, puis à leur prochain investissement, puis à ce qu'on a dit d'eux sur un réseau social, tout cela en moins de 10 secondes. Cette dispersion est un luxe que tu ne peux plus te permettre. Je me souviens d'un homme que j'ai connu il y a longtemps, un entrepreneur brillant, mais constamment au bord de l'implosion. Il changeait de stratégie tous les 3 mois. Il lisait tous les livres, testait tous les outils, embauchait et licenciait avec une frénésie qui me donnait le vertige. Il gagnait de l'argent, certes, mais il le reperdait aussitôt dans des erreurs de jugement basiques. Un jour, il a tout perdu. Non pas par manque de travail, mais parce que son esprit était devenu un bruit de fond permanent. Il ne voyait plus les signaux faibles du marché. Il ne voyait plus les intentions réelles de ses associés. Il était devenu aveugle à force de vouloir trop regarder. L'argent est une entité qui fuit le chaos. Si ton architecture mentale est encombrée de doutes, de comparaisons et de micro-décisions inutiles, tu crées une friction. Cette friction consomme ton énergie avant même que tu n'aies pu l'utiliser pour créer de la valeur. Le secret, si tant est qu'il y en ait un, réside dans la suppression, pas dans l'ajout. On ne devient pas riche en apprenant 1000 techniques de vente ou de trading, on le devient en enlevant ce qui nous empêche d'être parfaitement alignés avec la réalité. Quand j'ai arrêté de vouloir forcer les choses, quand j'ai commencé à observer mes propres réactions face à la perte ou au gain, le flux a changé. J'ai réalisé que mon cerveau était programmé pour la survie, pas pour l'abondance. La survie demande de l'effort, de la peur et de la réactivité. L'abondance demande de la vision, de la patience et une forme de détachement que la plupart confondent avec de l'indifférence. C'est une nuance subtile. Imagine que tu tiens un oiseau dans ta main. Si tu serres trop fort par peur qu'il s'échappe, tu l'étouffes. Si tu ne tiens rien, il s'envole. La maîtrise de l'argent, c'est cet équilibre de la main. C'est une tension sans crispation. Les opportunités les plus rentables de ma vie me sont apparues non pas quand j'étais en train de chasser, mais quand j'avais fait le vide autour de moi. Quand j'avais décidé que mon temps valait plus que mon agitation. La qualité de tes revenus est le reflet direct de la qualité de ton silence intérieur. Moins tu as besoin de prouver, plus tu deviens magnétique. C'est contre-intuitif, je sais. On nous apprend le contraire depuis l'école. On nous apprend que le mérite est proportionnel à la souffrance. Quelle bêtise. La souffrance est juste le signe d'une résistance, d'un mauvais ajustement entre toi et le monde. L'argent, au fond, n'est qu'un système d'information. Si tu es trop occupé à crier, tu n'entends pas ce qu'il te dit. Il te dit où il veut aller, ce qu'il attend pour se multiplier, qui il veut servir. Mais pour l'entendre, il faut d'abord éteindre le moteur de ton ambition bruyante. Il faut accepter que l'action la plus puissante est parfois celle que l'on ne prend pas. J'ai vu des fortunes se bâtir sur une seule décision prise dans un moment de calme absolu, là où d'autres auraient passé 10 ans à s'épuiser dans des tâches subalternes. Pourquoi penses-tu que les hommes les plus puissants passent tant de temps à ne rien faire en apparence? Ils ne se reposent pas. Ils saturent leur esprit d'une attention précise, jusqu'à ce que la réalité se plie. C'est une forme de hack biologique. En éliminant le superflu, tu libères une bande passante mentale colossale. Et c'est dans cet espace vide que l'argent commence à s'accumuler, naturellement, presque par gravitation. Il n'y a pas de magie là-dedans, juste une compréhension fine de la façon dont la clarté attire la confiance, et comment la confiance attire les capitaux. Regarde tes dernières 48 heures. Combien de tes actions étaient réellement nécessaires à ton expansion, et combien n'étaient que des gesticulations pour calmer ton anxiété? La réponse est souvent douloureuse, mais c'est là que le changement commence. Ne cherche pas à faire plus demain, cherche à être plus présent dans le peu que tu feras. C'est la première frissonne dans le mur de tes certitudes. Est-ce que tu sens ce léger inconfort, cette sensation que le sol bouge un peu sous tes pieds? C'est le signe que tu commences à voir les fils de la marionnette. Ne te presse pas de les couper, observe-les simplement. Nous n'en sommes qu'au début de cette réorganisation. Ce que tu croyais être ta force, ta capacité à travailler dur, est peut-être ton plus grand obstacle.
Si tu es prêt à explorer cette piste, si tu es prêt à envisager que la richesse est une question de fréquence et non de volume, alors nous pouvons avancer. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette transmission, car la prochaine étape risque de bousculer encore davantage tes fondations. Est-ce que tu es vraiment prêt à ne plus faire d'efforts? Chapitre 2. La géométrie du regard. On pense souvent qu'un opportuniste est quelqu'un qui cherche activement une faille, un interstice où s'engouffrer pour extraire de la valeur. C'est une vision de prédateur, épuisante à terme. La réalité est plus géométrique. L'argent ne se trouve pas, il se voit. Il y a une différence fondamentale entre chercher et percevoir. La plupart des esprits ambitieux sont comme des phares dont le faisceau est trop étroit. Ils éclairent violemment un point précis, mais tout le reste demeure dans une obscurité totale. Ils ratent l'essentiel parce qu'ils sont focalisés sur le but. J'ai connu un homme qui voulait absolument faire fortune dans l'immobilier. Il connaissait tous les taux, tous les quartiers, toutes les niches fiscales. Il passait ses journées à éplucher des annonces. Il était tendu comme un arc. Un soir, alors que nous marchions dans une rue banale, il se plaignait de la saturation du marché. Il ne voyait pas que juste devant lui, 3 immeubles appartenaient à une succession en litige, dont l'affiche de notaire, presque effacée, pendait depuis des mois. Il ne voyait pas non plus que le quartier changeait de visage, que les commerces qui s'installaient annonçaient une mutation profonde de la valeur du sol. Il regardait, mais il ne percevait pas la structure du flux. Il était prisonnier de son propre désir. Ton cerveau est équipé d'un filtre, une sorte de garde-barrière qui décide de ce qui est digne de ton attention. Si tu lui donnes pour consigne de chercher de l'argent, il va te montrer des billets, des chiffres, des signes extérieurs de richesse. Il va te faire courir après des symboles. Mais si tu entraînes ton regard à percevoir les déséquilibres, les inefficacités et les besoins non formulés, le monde devient transparent. L'argent est simplement la récompense que la réalité te donne pour avoir résolu une tension. Plus la tension est invisible pour les autres, plus la récompense est grande. Pour atteindre ce niveau de perception, il faut paradoxalement relâcher la pression. Quand tu n'as plus besoin que l'argent arrive tout de suite, tes yeux s'ouvrent. Tu commences à remarquer des détails que les autres ignorent. Un service client médiocre dans une industrie florissante. Une compétence rare qui stagne dans un mauvais environnement. Une information qui n'a pas encore traversé une frontière géographique ou culturelle. Ces détails sont des mines d'or. Ils ne demandent pas de force physique, ils demandent une acuité presque chirurgicale. C'est une forme de paresse intelligente. Pourquoi construire une montagne quand on peut simplement ouvrir une écluse? La plupart des gens passent leur vie à pelleter de la terre. Ils sont fiers de leur fatigue. Ils croient que leur sueur est un gage de légitimité. Je vais te dire une chose qui va te déplaire. La sueur n'a aucune valeur marchande. Seul le résultat compte, et le chemin le plus court vers le résultat est rarement le plus physique. C'est souvent un chemin mental, une simple correction d'angle. Regarde tes propres mains. Elles peuvent porter des pierres ou dessiner des plans. La dépense énergétique est différente, le résultat aussi. Ta valeur n'est pas dans ton exécution, elle est dans ta capacité à placer ton levier au bon endroit. Mais pour trouver le point d'appui, il faut du calme. Un esprit agité ne voit que la surface de l'eau, un esprit calme voit ce qui repose au fond. Apprends à regarder sans vouloir posséder. Observe les flux de capitaux comme on observe la météo, sans jugement. Sans impatience. L'impatience est la taxe la plus lourde que tu paies sur ton futur. Elle brouille ta vision et te pousse à agir avant que la géométrie ne soit parfaite. J'ai appris à attendre que les opportunités m'assaillissent littéralement avant de bouger un doigt. C'est une posture de puissance, pas de passivité. Tu ne subis pas le monde, tu le laisses se révéler à toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de transpirer pour des miettes et tu commences à récolter les fruits mûrs qui tombent d'eux-mêmes parce que tu as su te placer sous l'arbre au bon moment. C'est cela, hacker son cerveau, passer d'un mode de poursuite à un mode de réception active. La question n'est plus de savoir comment gagner de l'argent, mais de savoir ce qui dans ta manière de regarder t'empêche de voir qu'il est déjà là, à portée de main, attendant simplement que tu cesses d'être aveuglé par ton propre effort. Reste immobile un instant, laisse cette idée décanter. Ne cherche pas à l'appliquer demain matin. Laisse juste ton regard changer de focale. Est-ce que tu commences à voir les ombres portées par tes propres certitudes? Nous irons plus loin la prochaine fois, sur la manière de transformer cette perception en une réalité tangible sans jamais forcer le destin. C'est une danse, pas un combat.
Chapitre 3. La gestion de la friction biologique. Il existe une fatigue dont personne ne parle, une fatigue silencieuse qui ronge ton capital avant même que tu n'aies pu l'investir. Ce n'est pas l'épuisement après une nuit blanche, mais l'usure de tes mécanismes de décision. Chaque fois que tu forces ton cerveau à choisir, à résister ou à tolérer un environnement qui ne te ressemble pas, tu paies un impôt invisible. J'ai vu des hommes d'affaires s'effondrer non pas à cause d'une faillite, mais parce que leur architecture de vie était devenue un champ de mine de micro-frictions. Ils vivaient dans le luxe, mais leur esprit était encombré de 1000 notifications, de conflits non résolus avec leurs proches, d'une alimentation qui embrumait leur jugement et d'un besoin constant de validation. Ils essayaient de conduire une Formule 1 dans la boue. L'argent sans effort est le privilège de ceux qui ont éliminé la friction biologique. Ton cerveau est un organe gourmand. Il consomme 20% de ton énergie totale. Si cette énergie est dispersée pour gérer du désordre, il ne reste plus rien pour la fulgurance. Je me souviens d'une période où je pensais que l'accumulation de possessions était le signe de ma réussite. J'avais des voitures qui demandaient de l'entretien, des maisons qui exigeaient une logistique complexe, des relations qui nécessitaient des négociations permanentes. Je passais 80% de mon temps à entretenir mon décor et seulement 20% à créer. J'étais devenu le serviteur de mon propre empire. Un matin, j'ai tout simplifié. Non pas à ascétisme, mais par une cupidité froide et calculée, je voulais récupérer ma puissance de calcul. L'argent est attiré par les systèmes fluides. Si une transaction est compliquée, elle échoue. Si un projet demande une volonté surhumaine pour avancer chaque jour, il est mal conçu. La volonté est une ressource épuisable, une batterie qui se vide. Compter sur elle pour s'enrichir est une erreur de débutant. Les véritables fortunes se bâtissent sur des habitudes qui ne coûtent rien en énergie. Quand l'action devient automatique, la friction disparaît. Quand ton environnement est purifié, ton intuition devient une boussole infaillible. Regarde ton téléphone, ton bureau, ton cercle social. Chaque élément qui ne contribue pas directement à ta clarté ou à ton expansion est une fuite de capitaux énergétiques. Tu penses que répondre à ce message inutile ou traîner sur ce fil d'actualité est gratuit? C'est faux. Tu le paies avec la décision brillante que tu ne prendras pas cet après-midi parce que tu seras trop fatigué pour la voir. Le cerveau humain déteste le vide. Il cherche toujours à le remplir avec du bruit. Apprendre à chérir ce vide, c'est apprendre à laisser de la place pour que l'argent s'y installe. C'est comme créer une zone de basse pression atmosphérique. Le vent s'y engouffre forcément. Si tu es plein de toi-même, de tes problèmes et de tes micro-tâches, il n'y a aucune place pour l'opportunité. La fluidité n'est pas une question de chance, c'est une question d'ingénierie. J'ai arrêté de me demander comment travailler plus dur, j'ai commencé à me demander où se situait la résistance. Parfois, la résistance, c'est une personne de ton entourage qui siphonne ton enthousiasme. Parfois, c'est une peur que tu n'as pas nommée. En nommant la friction, tu l'annules. Tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins d'obstacles internes. Quand le canal est propre, l'eau coule, sans effort, sans douleur, sans même y penser. C'est dans ce calme plat que les plus grandes marées se préparent. Est-ce que tu peux identifier, là, maintenant, la fuite d'énergie que tu tolères depuis trop longtemps par simple habitude? Ce n'est pas un détail, c'est le verrou de ton coffre-fort. Chapitre 4. La mécanique du levier silencieux. On nous a appris que pour gagner 2 fois plus, il faut travailler 2 fois plus. C'est une erreur arithmétique qui maintient la classe moyenne dans une forme d'esclavage volontaire. La richesse n'est pas une fonction de l'addition, c'est une fonction de la multiplication. Et pour multiplier, il faut un levier. Le concret, ce n'est pas de savoir quel bouton presser, c'est de comprendre sur quoi ton poids repose. J'ai vu des artisans s'épuiser à sculpter des pièces uniques, pendant que d'autres, moins talentueux mais plus lucides, créaient un moule. Le sculpteur vend son temps, le créateur de moule vend sa vision une infinité de fois. Lequel des deux fait un effort? Le sculpteur. Lequel des deux attire l'argent sans y penser? Celui qui a compris que son cerveau doit travailler sur le système, pas dans le système. Regarde tes revenus actuels. S'ils sont corrélés à tes heures de présence, tu es en danger. Tu es une ressource périssable. Pour basculer dans l'argent sans effort, tu dois isoler ta valeur de ton temps. Cela commence par des choix très simples, presque banals. Un jour, j'ai cessé de faire tout ce qui pouvait être automatisé ou délégué, même si je perdais de l'argent sur le moment. Mes proches pensaient que je devenais paresseux. En réalité, je libérais mes mains pour saisir des leviers plus grands. Un levier peut être un logiciel, une personne, une audience ou même une simple idée qui travaille pendant que tu dors. J'ai investi dans une technologie de distribution automatique à une époque où tout le monde jurait par le porte-à-porte. Pendant qu'il s'usait les semelles, je regardais les chiffres grimper depuis mon jardin. Ce n'était pas de la magie, c'était de la géométrie appliquée. Chaque action que tu poses aujourd'hui doit être une brique d'un édifice qui tiendra debout sans toi demain. Si tu vends un service, ne vends pas ton temps, vends un résultat garanti par un processus. Si tu investis, ne cherche pas le coût, cherche l'actif qui produit un flux constant avec un minimum de maintenance.
Le concret, c'est de regarder chaque euro comme un employé. Est-ce que tes employés dorment dans un coffre ou est-ce qu'ils travaillent 24 heures sur 24 ? La plupart des gens traitent l'argent comme un trophée qu'on expose. Les riches le traitent comme une semence. On ne mange pas ces semences, on les plante. L'effort se situe uniquement dans le choix du terrain et de la graine. Après, c'est la nature qui fait le travail. Ton cerveau doit devenir ce terrain fertile. Arrête de chercher l'idée du siècle. Cherche là où les gens perdent du temps et de l'argent et place un outil au milieu. Encaisse la différence. C'est aussi froid et direct que cela. Un de mes associés a fait fortune simplement en simplifiant le processus de paiement d'une niche industrielle oubliée. Il n'a rien inventé, il a juste enlevé de la friction et pris une commission au passage. Il ne travaille plus depuis 10 ans, mais son système, lui, n'a jamais pris de vacances. Pose-toi cette question sans détour. Si tu t'arrêtais de bouger demain, combien de temps ton argent continuerait-il à couler vers toi ? Si la réponse est 0, alors tu n'as pas un business, tu as un emploi déguisé, même si tu es ton propre patron. Le passage au concret, c'est l'obsession du système. C'est transformer chaque décision en un mécanisme répétable. C'est là que l'effort s'arrête et que la récolte commence. Tu commences à voir la différence entre s'agiter et bâtir ? L'agitation fait du bruit, le levier fait de la richesse. Regarde autour de toi, identifie une tâche que tu répètes chaque jour et demande-toi comment la transformer en un automatisme définitif. C'est ton premier exercice de souveraineté. Si tu veux comprendre comment affiner ce système, reste à l'écoute. La suite va te montrer comment stabiliser ce flux. Chapitre 5. L'asymétrie de la valeur perçue. Il y a une erreur de calcul que font tous ceux qui stagnent. Ils pensent que le prix d'une chose est lié à ce qu'elle a coûté en temps ou en argent. Ils croient à la morale de l'effort. C'est une illusion rassurante qui permet de justifier ses échecs par une prétendue vertu. Mais le marché n'a pas de morale. Le marché ne se soucie pas de savoir si tu as passé 10 heures ou 10 minutes sur un problème. Il ne rémunère que la fin d'une douleur ou l'accès à un désir. Pour attirer l'argent sans effort, tu dois sortir de la logique du coût pour entrer dans la logique de la valeur perçue. C'est ici que le basculement devient concret. Imagine 2 serruriers. Le premier arrive en 2 minutes, ouvre ta porte en 30 secondes avec un geste précis et te demande 200 €. Tu as l'impression de t'être fait avoir parce que c'était trop facile. Le second arrive avec 2 heures de retard, transpire, casse 3 outils, jure et finit par percer la serrure après 1 heure de combat acharné. S'il te demande la même somme, tu la lui donneras avec le sentiment qu'il a mérité son salaire. Pourtant, le premier t'a rendu ta liberté instantanément, sans abîmer ta porte. Le second t'a fait perdre ton après-midi et a détruit ton matériel. Le monde récompense souvent le second, parce que la majorité des gens sont encore coincés dans le culte de la sueur. Mais les riches, eux, paient le premier. Ils paient pour l'absence de friction. Pour hacker ton cerveau et tes revenus, tu dois devenir ce premier serrurier. Tu dois identifier l'endroit où ton intervention, aussi brève soit-elle, débloque une situation d'une valeur immense pour quelqu'un d'autre. L'argent sans effort, c'est l'exploitation de cette asymétrie. J'ai connu un consultant qui facturait des dizaines de milliers d'euros pour une seule phrase prononcée lors d'un conseil d'administration. Il n'était pas payé pour sa présence, mais pour les 20 ans d'erreurs qu'il évitait à l'entreprise en 1 seconde de lucidité. Il ne travaillait pas, il voyait. On en revient à la géométrie du regard, mais cette fois appliquée à la transaction. Regarde tes compétences. Lesquelles exerces-tu avec une facilité déconcertante, presque insultante pour les autres ? C'est là que se trouve ton gisement. Ce que tu fais sans effort est ce qui a le plus de valeur, car c'est là que tu es unique. Si tu tentes de gagner de l'argent en faisant quelque chose de difficile pour toi, tu seras toujours en concurrence avec des gens pour qui c'est facile. Tu seras toujours celui qui transpire pour des miettes. La fluidité financière vient de l'alignement entre ta zone de génie, là où tout est fluide, et un besoin critique du marché. J'ai longtemps commis l'erreur de vouloir corriger mes faiblesses. Je pensais qu'être complet était une force. C'est une erreur stratégique majeure. Être complet, c'est être moyen partout. La richesse est une pointe, pas une sphère. J'ai arrêté de m'épuiser à apprendre la comptabilité ou la gestion de détails logistiques pour lesquels mon cerveau n'est pas câblé. J'ai délégué cela à des gens pour qui c'est un jeu. En faisant cela, j'ai libéré une énergie mentale que j'ai placée sur une seule chose, la détection de signaux de marché. Un jour, j'ai remarqué qu'un certain type de logiciel industriel était devenu obsolète, mais que personne n'osait le dire. J'ai mis en relation un développeur talentueux et un grand compte en difficulté, j'ai pris une part récurrente sur le contrat de maintenance. Mon travail a duré 1 heure, un déjeuner et 2 appels. Cela m'a rapporté plus que 3 ans de salaire précédent. Pourquoi ? Parce que j'avais résolu une asymétrie d'information. Je n'ai pas fourni d'efforts, j'ai fourni de la clarté. Pour reproduire cela, tu dois te poser une question brutale. Quelle douleur es-tu capable de supprimer en un claquement de doigts ? Si tu ne le sais pas, c'est que tu es encore trop occupé à essayer de ressembler à ce qu'on attend de toi. On nous apprend à être des employés polyvalents, pas des solutions spécifiques. L'employé est une commodité, la solution est un actif. L'argent coule vers les actifs.
Regarde comment tu dépenses ton temps aujourd'hui. Es-tu en train de polir une compétence que tout le monde possède, ou es-tu en train d'affiner cet angle unique qui fait que ton intervention semble magique? Le concret, c'est aussi de comprendre la psychologie de l'acheteur. L'acheteur ne veut pas ton temps, il veut sa propre tranquillité. Si tu lui vends du temps, il le négociera à la baisse. Si tu lui vends un résultat sans effort pour lui, le prix devient secondaire. C'est la différence entre vendre du coaching à l'heure et vendre un système qui génère des clients en automatique. Dans le premier cas, tu es un esclave de luxe. Dans le second, tu es un maître du levier. J'ai vu trop de jeunes gens brillants s'enfermer dans des business models où ils sont le goulot de bouteille de leur propre croissance. Ils sont fiers de leur charrette, de leur nuit de travail. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de muscler leur capacité à souffrir, pas leur capacité à s'enrichir. L'argent sans effort demande une forme de trahison envers ton éducation. Tu dois accepter que gagner beaucoup en faisant peu n'est pas une injustice, c'est une preuve d'intelligence systémique. C'est une optimisation de la ressource humaine. Quand tu cesses de te sentir coupable de ta propre facilité, tu commences à attirer des opportunités qui te ressemblent. Le monde commence à t'envoyer des problèmes que tu es le seul à pouvoir résoudre sans effort. Et c'est là que la magie opère. Tu ne cherches plus les clients, ils te cherchent parce que tu es le chemin de moindre résistance vers leur but. Est-ce que tu perçois maintenant le piège de la méritocratie? Le mérite est une invention pour ceux qui n'ont pas de levier. Toi, tu ne veux pas de mérite, tu veux des résultats. Tu veux que ton compte bancaire soit le témoin de ton intelligence, pas de ton endurance. Cela demande de l'audace, celle de dire non à tout ce qui te demande un effort disproportionné par rapport au gain. Cela demande de laisser les autres se vanter de leur fatigue pendant que tu observes les courants. Chaque fois que tu te surprends à forcer, arrête-toi. Demande-toi où est le levier que tu ne vois pas encore. Demande-toi comment cette tâche pourrait être accomplie sans que tu n'aies à intervenir. Si tu ne trouves pas la réponse, c'est peut-être que la tâche elle-même est inutile. La plupart des choses que nous faisons par effort sont des rituels de rassurance pour nous donner l'impression que nous méritons notre survie. Brise ce rituel, deviens froid face à l'agitation, deviens chirurgical dans tes interventions. La fortune n'est pas une montagne à gravir, c'est une rivière dont il faut comprendre la pente. Si tu nages à contre-courant, tu te noies, peu importe ta force. Si tu comprends la pente, tu te laisses porter. Le prochain chapitre portera sur la gestion du temps, ou plutôt sur son abolition, parce que tant que tu compteras en heures, tu seras pauvre, même avec 1 million. Chapitre 6. L'abolition de la montre. La plupart des gens sont prisonniers d'une unité de mesure qui les condamne à la médiocrité, l'heure. Ils vendent des tranches de leur vie contre des morceaux de papier, sans réaliser que l'échange est fondamentalement truqué. Le temps est une ressource finie, l'argent est une ressource infinie. Échanger ce qui est rare contre ce qui est abondant est une erreur stratégique que ton cerveau doit cesser de valider. Pour attirer l'argent sans effort, tu dois déconnecter tes revenus de l'écoulement des secondes. J'ai mis des années à comprendre que ma richesse n'augmentait pas quand je travaillais plus, mais quand je créais des distorsions temporelles. Un jour, j'ai observé un horloger. Il passait des semaines sur un mécanisme complexe. Il était payé à la fin pour son œuvre. Mais s'il tombait malade, son revenu s'arrêtait. À côté de lui, un éditeur publiait le manuel de l'horloger. L'éditeur avait fourni un effort initial une seule fois et chaque exemplaire vendu continuait de lui rapporter pendant qu'il dormait, voyageait ou jouait avec ses enfants. L'éditeur avait aboli le temps. Pour ton cerveau, le temps est souvent une béquille psychologique. On se dit « j'ai travaillé 8 heures aujourd'hui, j'ai fait ma part ». C'est une pensée de salarié. C'est une pensée qui rassure ton ego mais qui affame ton portefeuille. La nature ne fonctionne pas ainsi. Un arbre ne travaille pas 8 heures par jour pour produire des fruits. Il croît selon une structure efficace et le moment venu, l'abondance survient. Ton but est de construire des structures de croissance, pas de remplir des agendas. Le concret ici, c'est l'obsession du one to many. Chaque action que tu poses doit pouvoir toucher 1000, 10 000 ou 1 million de personnes sans que cela ne te demande une calorie supplémentaire. Si tu parles à un client, tu fais un effort. Si tu crées un système qui parle à tous tes clients potentiels en même temps, tu installes un levier temporel. Je me rappelle un investisseur qui ne regardait jamais le rendement d'une entreprise, mais son coefficient d'élasticité temporelle. Il voulait savoir si le business pouvait doubler son chiffre d'affaires sans doubler son personnel. S'il fallait embaucher pour croître, il fouillait. Il cherchait la pureté du système. Tu dois appliquer cette rigueur à ta propre vie. Examine ton emploi du temps. Si tes journées sont une succession de rendez-vous et de tâches linéaires, tu es en train de construire une cage. Une cage dorée peut-être, mais une cage tout de même. L'argent sans effort demande du vide, du temps mort en apparence qui est en réalité du temps de haute observation. Les plus gros gains que j'ai réalisés sont nés de moments où je n'avais rien de prévu. Parce que mon esprit était libre, il a pu connecter 2 informations isolées pour créer une opportunité massive. Si j'avais été en train de remplir un tableau Excel ou de répondre à des mails, j'aurais raté le signal. Le vrai luxe, ce n'est pas d'acheter une montre chère, c'est de ne plus avoir besoin de savoir l'heure. C'est de laisser ton cerveau fonctionner sur des cycles de résultats et non sur des cycles de présence. Cela demande une déprogrammation profonde. Tu vas te sentir coupable au début. Tu vas avoir l'impression de voler ton succès parce qu'il ne s'accompagne pas de fatigue. C'est le moment le plus dangereux, celui où tu risques de recréer de la complexité juste pour te redonner une contenance morale. Ne cède pas.
Accepte que la valeur que tu génères en 10 minutes de génie pur soit 1000 fois supérieure à 10 ans de labeur discipliné. J'ai connu un homme qui gérait des fonds spéculatifs. Il passait ses journées à lire de la poésie et à se promener en forêt. Ses associés s'en agaçaient. Mais quand il revenait au bureau, il posait une seule analyse qui sauvait des milliards. Il n'était pas payé pour son temps, mais pour la qualité de sa présence lorsqu'il décidait d'agir. C'est l'asymétrie ultime. Pour hacker ton cerveau, commence par supprimer la notion de semaine de travail. Travaille par explosion. Quand l'idée est là, quand le levier est prêt, sois d'une intensité totale. Puis, dès que le système est en place, retire-toi. Laisse l'inertie du système prendre le relais. L'argent est comme une roue. Elle est dure à lancer, mais une fois qu'elle tourne, vouloir continuer à la pousser à la main est le meilleur moyen de la ralentir ou de se blesser. Apprends à regarder la roue tourner. Ta seule tâche est de vérifier qu'aucun grain de sable ne vient créer de la friction. Le reste du temps, cultive ta clarté. Lis, observe, dors, voyage. Prépare ton esprit pour la prochaine explosion de valeur. Si tu deviens le maître de ton temps, tu deviendras inévitablement le maître de ton argent. Les gens qui courent après le temps n'ont jamais le temps de devenir riches. Ils sont trop occupés à survivre à leur propre agenda. Brise la montre. Arrête de compter les heures et commence à compter les leviers. C'est la seule métrique qui compte pour celui qui veut une réussite durable sans s'épuiser. Est-ce que tu peux sentir la puissance d'une journée où aucune seconde n'est vendue, mais où chaque instant est investi dans la structure de ton futur ? C'est une sensation de souveraineté que peu connaissent. Elle est pourtant à ta portée, si tu acceptes de lâcher le confort de la fatigue. Chapitre 7. La résonance du magnétisme passif. On nous a appris à chasser. On nous a appris que l'argent était une proie, quelque chose qu'il fallait poursuivre avec acharnement, piéger par la ruse ou soumettre par la force. Mais as-tu déjà remarqué que plus tu poursuis un animal, plus il s'enfuit ? L'argent partage cette même nature sauvage. Plus tu manifestes le besoin désespéré de le posséder, plus tu émets une fréquence de manque qui le repousse. Pour attirer l'argent sans effort, tu dois cesser d'être un chasseur et devenir un pôle d'attraction. C'est ce que j'appelle le magnétisme passif. Ce n'est pas une notion ésotérique, c'est une loi de la psychologie humaine et des réseaux. J'ai observé pendant des décennies les cercles de très haute fortune. Il y a un point de bascule où les opportunités cessent d'être cherchées pour commencer à affluer d'elles-mêmes. Ce point de bascule survient quand ton identité devient plus forte que ton activité. Regarde les marques de luxe. Elles ne font pas de publicité pour te convaincre d'acheter leurs produits. Elles créent un univers si cohérent et si exclusif que c'est toi qui supplies pour y avoir accès. Elles ne font aucun effort de vente. Elles se contentent d'être. Ton cerveau doit adopter cette posture. Le concret, ici, c'est la gestion de ton signal. Quel signal envoies-tu au marché ? Si tu es celui qui accepte tous les contrats, qui négocie ses tarifs, qui est disponible à toute heure, tu envoies un signal de commodité. Et la commodité est toujours bon marché. Pour devenir magnétique, tu dois introduire de la rareté et de la frontière. J'ai connu un architecte qui, au sommet de sa carrière, a décidé de ne plus répondre au téléphone. Il n'acceptait que 2 projets par an. Paradoxalement, c'est à ce moment-là que ses revenus ont explosé. Le fait qu'il soit indisponible a créé une pression de demande telle que les clients étaient prêts à payer 5 fois plus cher simplement pour obtenir son attention. Il travaillait moins, mais son magnétisme travaillait pour lui. Pour hacker ton cerveau, tu dois déconstruire la peur du vide. La peur de rater une opportunité est ce qui tue ton magnétisme. Quand tu dis non à une opportunité médiocre, tu libères une fréquence qui indique que tu es prêt pour l'exceptionnel. L'argent cherche la sécurité et la clarté. Il coule naturellement vers ceux qui semblent ne pas en avoir besoin. C'est la cruauté et la beauté du système. On ne prête qu'aux riches et on ne donne d'opportunités qu'à ceux qui sont déjà perçus comme des sommets. Tu peux simuler ce magnétisme avant même d'avoir les millions sur ton compte. Cela commence par la maîtrise de ton environnement et de ton image mentale. Ne te présente jamais comme quelqu'un qui cherche quelque chose, mais comme quelqu'un qui apporte une solution. Un jour, lors d'un dîner, j'ai vu un jeune entrepreneur obtenir un financement massif sans même présenter de business plan. Pourquoi ? Parce qu'il émanait de lui une telle certitude, une telle absence de friction, que les investisseurs avaient l'impression de faire une erreur s'ils ne mettaient pas leur argent dans son sillage. Il n'a pas fait d'effort de persuasion, il a simplement laissé les autres se projeter dans sa réussite. C'est cela, le magnétisme, laisser l'imaginaire des autres travailler à ta place. Ton cerveau doit devenir un sanctuaire de certitude. Si tu doutes, si tu es fébrile, tu crées des interférences. L'argent est attiré par la cohérence. Regarde tes relations. Sont-elles fondées sur l'échange de plaintes ou sur l'échange de valeurs ? Ton entourage est le premier miroir de ton magnétisme. Si tu es entouré de gens qui luttent, tu finiras par lutter avec eux. Si tu te places dans le sillage de ceux pour qui l'abondance est une évidence, tu finiras par adopter leur fréquence sans même t'en rendre compte. C'est une osmose silencieuse. Le magnétisme, c'est aussi savoir disparaître. L'omniprésence est le signe de la servitude. La présence sélective est le signe de la souveraineté. Apprends à ne pas être là. Apprends à laisser le silence répondre à ta place. Plus tu es mystérieux sur la source de ton efficacité, plus les gens t'attribueront des pouvoirs qu'ils sont prêts à payer cher. C'est une mécanique froide, mais elle est implacable. Tu ne dois pas être l'outil, tu dois être l'artisan derrière l'outil. L'outil s'use, l'artisan s'affine.
En cultivant ce magnétisme, tu réalises que l'effort de prospection est une relique du passé. Les opportunités se présentent à toi sous forme de coïncidences heureuses qui n'en sont pas. Ce sont simplement les résultats logiques d'un esprit qui a cessé de chasser pour devenir une terre d'accueil. On ne force pas une fleur à pousser, on prépare le sol. Prépare ton esprit, affine ton signal et regarde la réalité se réorganiser autour de ta nouvelle stature. Es-tu capable de rester calme quand rien ne semble se passer, confiant dans le fait que ton magnétisme est en train d'agir dans l'ombre? C'est le test ultime de ta maturité financière. Si tu peux habiter ce silence sans paniquer, tu as déjà gagné. Pense à la dernière fois où tu as forcé une vente ou une décision. Quel était le sentiment dans ton corps à ce moment-là? De la tension, n'est-ce pas? Maintenant, imagine la sensation inverse, celle d'être sollicité sans avoir bougé. C'est cette sensation que nous allons ancrer. Commente aimant si tu acceptes de laisser les opportunités venir à toi plutôt que de t'épuiser à les suivre. Le prochain chapitre portera sur la gestion de l'abondance, car recevoir est un art encore plus complexe que de donner. Chapitre 8. Le poids de l'absence. Il existe une épreuve plus subtile que le manque, une épreuve qui brise la plupart des fortunes précoces, l'incapacité à gérer le vide. Quand tu commences à appliquer les principes de levier et de magnétisme, quelque chose d'étrange se produit. L'argent arrive, les systèmes tournent, et soudain, tu n'as plus rien à faire. Ton agenda se vide, ton téléphone se tait, et c'est là, dans ce silence absolu, que ton cerveau risque de te trahir. La plupart des gens ne sont pas câblés pour la liberté, ils sont câblés pour la lutte. Sans l'adrénaline de l'urgence, sans le confort de la plainte, ils se sentent inutiles. Ils commencent alors à saboter leur propre réussite en recréant des problèmes artificiels, en lançant des projets inutiles ou en reprenant le contrôle manuel de systèmes qui fonctionnaient parfaitement sans eux. Ils ont peur du poids de l'absence. J'ai vu un homme bâtir un empire automatisé en 2 ans pour tout détruire en 6 mois par simple ennui. Il n'arrivait pas à accepter que sa valeur n'était plus liée à son activité. Pour attirer l'argent sans effort sur le long terme, tu dois apprendre à ne pas interférer avec ta propre réussite. C'est l'étape la plus concrète et la plus difficile, la maîtrise de l'inaction. On nous a appris que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais dans le monde du capital, l'oisiveté stratégique est la mère de toutes les fortunes. Regarde un investisseur de légende. Il passe 99% de son temps à attendre. Il lit, il observe, il se promène. Il ne travaille pas au sens où la société l'entend. Son génie réside dans sa capacité à ne pas agir tant que toutes les conditions ne sont pas alignées. Il supporte le vide là où les autres cèdent à l'agitation. Ton cerveau est un prédateur qui a besoin d'une proie. Si tu ne lui donnes pas une vision claire vers laquelle tendre, il dévorera tes propres acquis. Le concret, c'est de comprendre que ton rôle a changé. Tu n'es plus le moteur, tu es le pilote. Et un pilote qui passe son temps à démonter le moteur pendant que l'avion vole finit par s'écraser. J'ai moi-même frôlé cette limite. À une époque où mes revenus passifs dépassaient mes besoins les plus fous, je me suis surpris à m'immiscer dans les micro-détails de mes entreprises. Je critiquais des virgules sur des rapports, je changeais des processus qui marchaient. Je justifiais cela par une quête de perfection. En réalité, je cherchais juste à me sentir vivant à travers l'effort. J'ai failli épuiser mes meilleures équipes et faire fuir mes associés. J'ai dû apprendre à m'effacer. L'absence est ta plus grande force de frappe. Plus tu es absent des opérations quotidiennes, plus ta parole prend de la valeur quand tu décides enfin de l'ouvrir. C'est une économie de la présence. Si tu es toujours là, tu es une ressource gratuite. Si tu es rarement là, ton intervention est un événement. Hacker son cerveau pour l'abondance, c'est lui apprendre à savourer la tranquillité comme un indicateur de performance. Si ta journée est calme, c'est que ton système est bon. Si tu t'ennuies, c'est que tu as gagné. Utilise cet ennui pour cultiver des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'argent. L'art, la philosophie, la santé, la transmission. Ces domaines nourriront ton intuition et te permettront de voir les changements de paradigme avant tout le monde. L'argent sans effort demande une discipline de fer envers soi-même pour ne pas succomber à la tentation de la complexité. La complexité est le refuge des esprits qui ont peur d'être découverts comme inutiles. La simplicité, elle, est le sceau de la maîtrise. Pose-toi la question. Serais-tu capable de rester une semaine entière sans regarder tes comptes, sans appeler tes collaborateurs, sans vérifier tes statistiques ? Si la réponse est non, tu es encore l'esclave de ton argent. Tu n'as pas encore hacké ton cerveau, tu as juste changé de prison. La véritable richesse commence quand l'argent devient comme l'oxygène, présent, nécessaire, mais totalement transparent. On ne fait pas d'effort pour respirer. De la même manière, tu ne devrais pas faire d'effort pour prospérer une fois que le système est lancé. Le concret, c'est aussi de protéger ton système des autres. Le monde déteste ceux qui réussissent sans souffrir. On essaiera de te culpabiliser, on te demandera de revenir sur le terrain, on te sollicitera pour des tâches qui consomment ton temps.
Apprends à être un fantôme pour les sollicitations stériles. Apprends à dire que tu es occupé, même si tu es simplement en train de contempler l'horizon. C'est ce temps de contemplation qui a permis aux plus grandes idées de l'histoire de naître. Newton n'a pas inventé le calcul intégral en travaillant 72 heures par semaine dans un bureau. Il l'a fait pendant une période de confinement à la campagne, loin de l'agitation de Londres. Le vide est fertile. L'agitation est stérile. Pour stabiliser ton flux financier, tu dois devenir le gardien de ton propre vide. Ne laisse ni personne ni rien le remplir sans une raison impérieuse. C'est dans cet espace que se construit ta résilience. Si une crise survient, l'homme agité panique et perd tout. L'homme qui a l'habitude du silence observe froidement et trouve l'issue. L'argent sans effort n'est pas une destination, c'est un état de grâce que l'on maintient par une vigilance constante contre le retour de l'effort inutile. Es-tu prêt à affronter ton propre silence ? Es-tu prêt à être celui qui ne fait rien alors que tout le monde court, tout en sachant que tu gagnes plus que tous réunis ? C'est une solitude noble, mais c'est une solitude. Elle est le prix de la clarté. Chapitre 9. L'architecture de l'invisible. Le dernier secret, celui que l'on ne murmure qu'à l'oreille de ceux qui ont traversé le désert de l'agitation, c'est que l'argent n'a jamais été le but. Il n'est que le sous-produit d'une architecture mentale parfaitement alignée avec les lois de la réalité. À ce stade de notre échange, tu dois comprendre que hacker ton cerveau n'était pas une métaphore pour devenir plus efficace, mais une opération chirurgicale pour changer de dimension. La plupart des gens vivent dans une dimension linéaire, où chaque gain doit être justifié par une perte équivalente en temps, en énergie ou en santé. Toi, tu entres dans la dimension exponentielle. C'est ici que les efforts disparaissent, parce que ce n'est plus toi qui pousse le monde, c'est le monde qui aspire tes solutions. J'ai vu des hommes atteindre les sommets et s'y maintenir sans jamais perdre leur sérénité, tandis que d'autres s'effondraient au premier coup de vent. La différence ne résidait pas dans leur coffre-fort, mais dans leur capacité à ne pas s'identifier à leur richesse. Si tu possèdes l'argent, tu es libre. Si l'argent te possède, tu n'es qu'un gardien de prison mieux vêtu que les autres. Le concret pour cette ultime étape, c'est l'intégration totale. Tu ne dois plus chercher à appliquer ces principes, tu dois les incarner. Cela signifie que ta présence même doit devenir une monnaie d'échange. J'ai connu un homme qui n'investissait jamais son propre argent. Il se contentait de prêter son nom et sa vision à des projets. Sa simple signature valait des millions, car elle était le sceau d'une clarté que personne d'autre n'avait. Il avait compris que le capital le plus précieux n'est pas le numéraire, mais la confiance systémique. Pour en arriver là, tu dois avoir nettoyé chaque recoin de ton esprit de la peur du manque. La peur est la seule chose qui coûte plus cher que l'ignorance. Elle te pousse à prendre des décisions à court terme, à accepter des compromis toxiques et à trahir ta propre intuition. L'argent sans effort est le fruit d'un esprit qui n'a plus rien à prouver. Regarde comment l'eau coule. Elle ne choisit pas son chemin par volonté, elle suit la pente la plus naturelle. Ta vie financière doit devenir cette pente. Si tu dois forcer, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Si tu dois convaincre, c'est que ton produit ou ton image n'est pas encore assez aiguisé. La perfection n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Cette phrase, souvent attribuée à l'art, est la règle d'or de la fortune durable. Plus ton système est simple, plus il est robuste. Plus ton cerveau est vide de parasites, plus il est puissant. J'ai passé la moitié de ma vie à accumuler des techniques de manipulation, de marketing, de finances complexes. J'ai passé la seconde moitié à les désapprendre une par une pour ne garder que l'essentiel, la perception brute des besoins et la capacité à y répondre avec élégance. L'élégance, c'est le triomphe de l'intelligence sur la force. C'est gagner la guerre avant même d'avoir tiré une balle. Tu es maintenant à la lisière de ta nouvelle existence. Les chapitres que nous avons parcourus ne sont pas des leçons à mémoriser, mais des fréquences sur lesquelles tu peux t'accorder. Chaque fois que tu sentiras la fatigue revenir, chaque fois que tu te surprendras à courir après un gain, souviens-toi de la géométrie du regard, du levier silencieux et de la symétrie de la valeur. L'argent n'est pas une récompense pour ton travail, c'est un écho de ta clarté. Si l'écho est faible, ne crie pas plus fort, change la source du son. Le monde n'est qu'un miroir de ton architecture intérieure. Si ton esprit est un palais ordonné, la richesse viendra y loger naturellement. S'il est une décharge encombrée, elle passera son chemin. Ne cherche pas à attirer l'argent, cherche à devenir la personne qui est impossible de ne pas rémunérer. La nuance est totale, elle est la frontière entre l'esclave et le maître. Je t'ai donné les clés, mais c'est à toi d'habiter la demeure. Ne me crois pas sur parole, expérimente, ressens la puissance d'une décision prise sans peur. Observe la magie d'un système qui génère de la valeur pendant que tu contemples la mer. C'est un droit de Bernas, mais c'est un droit que tu dois réclamer en cessant de te comporter comme un mendiant de l'effort. On ne mendie pas ce que l'on a déjà le pouvoir de créer. La fortune n'est pas un événement qui arrive, c'est un état que l'on autorise. Tu n'as plus besoin de mes mots. Le silence qui suit cette transmission est ton véritable espace de création. Tout ce que tu as entendu va maintenant infuser dans tes décisions quotidiennes sans que tu n'aies à y penser.
C'est cela, hacker son cerveau. Implanter une graine de lucidité qui dévorera toutes tes anciennes limites. Ne regarde pas en arrière. Le passé est une terre épuisée. Ton futur n'est pas une amélioration de ton présent, c'est une rupture radicale. Une rupture où l'effort est un souvenir lointain, une curiosité d'un autre âge. Tu es maintenant l'architecte de l'invisible, le gestionnaire de l'absence, le pôle du magnétisme. Le flux est là, il a toujours été là. Tu as simplement enfin ouvert les vannes.